Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Parce qu'on va faire une analyse graphique, chartiste. Chartiste, ça veut dire tu lis le chart de ton graphique, il y a des courbes, et ensuite analyser, par exemple, là je donne un exemple concret sur Broadcom, par exemple, tu as différents candles, les candles qui composent la période. Utiliser les indicateurs, qui sont des calculs mathématiques, donc basés sur la variation de la courbe des candles. Les candles, ce sont les variations journalières. Par exemple, tu as Open, c'est l'ouverture. High, c'est l'échange maximum entre les différents acteurs, donc le prix maximum de la journée. Et Low, c'est l'inverse, c'est le prix minimum de la journée. Et Close, c'est à la fermeture, donc vers 4 heures de l'après-midi à l'heure de New York. Donc par exemple, ici, on a à l'ouverture à 310, coté à $310 pour Broadcom. Et à la fermeture, on est coté à $319. Donc on a gagné $9 en moyenne, ça c'est la moyenne, tu vois, des transactions. Et parmi les transactions, on a constaté le maximum pour le 26 février, c'était à $320. Donc il y a des gens qui ont réussi à vendre à $320. Donc il y a d'autres gens qui ont acheté à $320. Et le plus bas, c'est $310. Donc il y a des gens qui ont réussi à vendre à $310 et d'autres personnes qui ont acheté à $310. Donc voilà. Ça, c'est un candle vert, donc un candle croissant. Croissant parce que la fermeture est supérieure à l'ouverture. Alors, je parle du prix. On voit que si c'est rouge, c'est que la fermeture C'est la descente, ouais. et la descente est plus faible que l'ouverture. Donc, voilà. Donc c'est comme ça qu'on sait si Super. la moyenne elle est croissante ou décroissante, et aussi un PCR sur une période de 23 février jusqu'à aujourd'hui le 21 mars, sur un mois. Pour la société Broadcom, on est relativement stable parce que il y a un mois, il était coté à 332 en ouverture et aujourd'hui, il est à 320 en ouverture. D'accord. Donc ça a baissé Ça fait une lecture rapide. voilà, une lecture rapide. Donc on voit que c'est assez stable pour Broadcom et il y a eu un petit creux au niveau du 1er mars. Donc là, la fermeture est à 318, donc on a une baisse de, on va dire, de 330 à 318, 313. Ensuite, ça a rebondi depuis le mois de mars jusqu'à 9 mars, 10 mars. Et ensuite, ça rebaisse à nouveau. Et donc, du coup, ça n'a pas varié en fait. Donc, ça a baissé, puis ça a remonté et ça rebaisse. Donc, ça nous fait, sur une période de 1 mois, relativement stable. Donc, si on investit le 23 février et qu'on vend aujourd'hui, en fait, on n'a pas gagné d'argent dessus sur ce sous-jacent. Une analyse chartiste, ça nécessite de faire des calculs sur les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques effectuent des calculs sur les cours et les volumes d'une action ou d'un indice. Et comme pour les moyennes mobiles, le calcul est effectué pour chaque point de la courbe durant la période et le résultat est représenté graphiquement sur une autre courbe disposée avec la courbe candle. Ça, c'est la courbe candle du sous-jacent. Alors, il y a plusieurs catégories de. On va choisir plusieurs façons de représenter les variations. Il y a 5 catégories, en principalement, donc 5 catégories des indicateurs. Okay. Les indicateurs, ce sont des formules mathématiques qu'on applique sur la variation de toute façon. Donc, alors, les premiers qu'on apprend à l'école de commerce, évidemment, parce que c'est un chapitre important, hein, l'analyse chartiste. Alors, c'est les indicateurs qu'on appelle de tendance. Par exemple, la moyenne mobile, c'est la première chose qu'on apprend. Donc, en anglais, c'est moving average. Average, c'est-à-dire moyenne, et moving, c'est-à-dire mobile, quoi. Deuxièmement, on a les indicateurs qu'on appelle les oscillateurs. Les oscillateurs. Okay. Donc, les oscillateurs, on a, par exemple, on a déjà parlé, c'est pour connaître
les variations, donc on a une tendance haussière ou baissière. Par exemple, on a dit Pessar, qu'on avait vu à l'épisode 13 de Ticker-Wiz. Je vous invite à regarder l'épisode 13 de Ticker-Wiz. Alors, Pessar, ça veut dire, ça veut dire stop and reversal. Ok. C'est-à-dire qu'à arriver à un certain point, on a une inversion de tendance. Et cette inversion de tendance, c'est généralement à une série de croissances. Par exemple, plus ça croît, plus la possibilité, la probabilité que ça s'arrête de croître est importante. Parce que c'est une loi mathématique. Hein. Plus ça croît sur une longue période, plus il y a une probabilité que ça s'arrête de croître. Parce que ça ne peut pas croître indéfiniment. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. D'accord. Donc on base sur ce principe-là, c'est que la croissance infinie n'existe pas. Et si on croît sur une longue période, on s'attend à ce que ça s'arrête de croître. Et la probabilité augmente de plus en plus. Et pareil pour l'autre sens, hein, pour la décroissance. La décroissance n'est pas infinie jusqu'à la faillite, évidemment. Au bout d'un moment, on soupçonne que ça s'arrête de décroître et ça va inverser la tendance. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les oscillateurs. Alors, troisièmement, on a les indicateurs de volume. Donc, les indicateurs. Alors, les indicateurs de volume, c'est au lieu de calculer sur le prix, enfin, au lieu que ce soit des prix, on calcule sur le volume. Voilà. C'est tout simplement un indicateur sur la volatilité. Généralement, on utilise beaucoup sur la volatilité, puisque la volatilité peut être vue, calculée sur la variation de volume. Calculée sur la variation de volume. D'accord. Donc la volatilité est forte s'il y a un taux de change très fort, par exemple. Alors quatrièmement, on a les indicateurs statistiques. Les indicateurs statistiques. Alors ça, c'est par rapport soit au sectoriel, c'est-à-dire qu'on va choisir différents acteurs, différents sous-jacents du même secteur, par exemple le secteur semi-conducteur. Donc on va prendre AMD et Intel pour étudier l'ensemble des acteurs donc, du même secteur. Par exemple, si on veut étudier NVIDIA, on va regarder qui sont les concurrents et qu'est-ce qu'ils font les concurrents, quelles sont leurs variations, donc variations de la concurrence, Et on sait que la plupart des sociétés du même secteur subissent en fait la même volatilité et le même tendance. Donc voilà, donc même tendance pour les différents acteurs des sous-jacents. Comme le pétrole en ce moment. Exactement. Enfin, le cinquième indicateur, ce sont les indicateurs de comparaison. Voilà. Alors, les indicateurs de comparaison, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas énormément. Enfin, en tout cas, dans la plupart des gens qui débutent dans l'analyse boursière. Indicateur de comparaison, généralement, par comparaison, on dit que c'est intrasectoriel. En fait. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va comparer la sensibilité entre différentes sociétés du même secteur. Donc voilà, sensibilité des sociétés de même secteur. Voilà, comment est-ce qu'ils se varient entre eux comment est-ce que les courbes nous donnent, par exemple, quelques sociétés qui est capable de s'en sortir mieux que d'autres, ou l'inverse. Voilà. On va aborder rapidement les différents types d'indicateurs. Alors, donc, indicateur de tendance, on a vu, c'est les moyennes mobiles. Ça signifie qu'il y a une tendance haussière ou baissière sur une longue période. Ça, on est capable de savoir. Ce qu'on sait, c'est que une moyenne mobile a tendance à stagner s'il n'y a plus de force. Donc j'ai écrit en français, hein, MM, c'est moyenne mobile. Stagne, c'est que il y a un manque de force, donc manque de liquidité ou manque d'intérêt. Okay. Alors souvent les gens pensent que si la MM baisse, elle va rebondir. Alors c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que la MM baisse, ça peut ne jamais rebondir. Donc ça peut même continuer à baisser.
Hmm. Il n'y a pas forcément de lien entre une baisse de la MM et, une inversion de tendance. Donc là, j'ai marqué ça, c'est important à savoir parce que pas de lien direct entre quoi? Entre la baisse continue, hein, et l'inversion de tendance et l'inversion de tendance. Alors, je donne un exemple concret. Exemple, voiture thermique. Comme tu sais, depuis 4 ans, 3 ans, les secteurs de voiture thermique est en tendance plutôt baissière et il n'y a pas d'inversion de tendance. Alors, Hmm. ça contredit un petit peu les trucs qu'on dit que stop and reversal. Alors on sait que si ça baisse de trop, ça a tendance de revenir à la moyenne précédente. Alors ça c'est uniquement vrai dans les secteurs plutôt cycliques, secteur cyclique où il n'y a pas de disruption technologique ou sociétale. Okay, c'est ça, on va comprendre. S'il y a une disruption technologique ou sociétale qui rend la technologie employée par cette entreprise, s'il la rend obsolète, ça veut dire qu'il n'y a plus de utilité ou d'intérêt d'user. Par exemple, les cassettes vidéo. Dans les cassettes vidéo, la société 3M. Donc voilà, s'il n'y a pas de disruption technologique ou sociétale, alors dans ce cas-là, oui, ça revient à la moyenne précédente. Alors l'indicateur de vitesse, c'est généralement on utilise la pente de la moyenne mobile. Donc la pente de la moyenne mobile, c'est l'accélération. Okay, alors je vais peut-être entre parenthèses, donc indicateur de vitesse, c'est simplement la pente. La pente, ça veut dire dérivée. Hein. Dérivée de la MM, la moyenne mobile. Okay, alors, une vitesse négative signifie une tendance baissière. Une vitesse positive signifie une tendance haussière. Une vitesse nulle signifie l'absence de tendance. Okay. Alors, la tendance, on le sait parce qu'on a fait une analyse marketing. Alors ça, on le sait. Donc la tendance peut être trouvée si on fait une analyse de marketing. Et enfin, on fait une analyse de la technologie, une analyse de la technologie employée. Technologie et l'évolution de la technologie. Voilà. L'évolution de la technologie. Pardon, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA. L'IA a un impact énorme sur le secteur de l'informatique. On s'attend à ce que d'ici 4-5 ans, ce phénomène-là va continuer à accélérer. C'est une importance vitale de comprendre la société dans laquelle on vit et les technologies, comment elles évoluent. Okay. Donc là, je vais faire un petit résumé. Alors, qu'est-ce qu'on observe? C'est que aujourd'hui, pour comprendre le principe d'une tendance, la tendance haussière ou tendance baissière, une analyse chartiste ne suffit pas. Alors, j'ai écrit ça. Donc, une analyse chartiste. Alors, chartiste, c'est-à-dire lecture de graphique, hein, ou on appelle ça aussi analyse technique. Analyse, ça c'est un synonyme qui décrit, pour décrire les courbes, nécessite une connaissance de la société. Okay, donc, lire les courbes, c'est bien. Hein, regarder le graphique, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment connaître la société et sa tendance. Sinon, le graphique lui-même ne suffit pas à nous expliquer la vérité, quoi. Qu'est-ce qu'est la réalité. Quoi. Okay. Alors maintenant, on va parler de l'indicateur MACD. MACD, c'est-à-dire Moving Average Convergence Divergence.
Alors ça, je le mets dans les oscillateurs, hein. Donc MACD. On va uniquement se focus sur les indicateurs les plus connus. Donc ça veut dire moving, average, donc moyenne mobile, convergence, divergence. Voilà. C'est la différence entre deux moyennes mobiles, donc c'est égal à différence, ça se dit delta, hein, ou différence, entre deux moyennes mobiles, alors généralement exponentielle, mais ça peut, exponentielle, ça veut juste dire que les candles les plus proches du présent ont une importance, plus d'importance, et plus c'est loin, moins il y a d'importance, donc on associe une fonction exponentielle décroissante sur les candles les plus anciens. Là, c'est ça que ça veut dire moyenne mobile exponentielle. D'accord. Donc, je ne vais pas rentrer dans les formules mathématiques. Ça, tu peux le trouver sur Internet. Moi, je vais juste parler du principe. Donc, pas parce que je suis très mauvais en maths. C'est juste, je n'ai pas envie de parler des formules mathématiques. Ouais, ouais. Voilà, on va rentrer dans les mathématiques lorsqu'il y a besoin. Là, il n'y en a pas besoin. On va juste parler des principes. Ça nous suffit déjà. Alors, donc, MACD. Donc, MACD, moyenne mobile exponentielle, MM12 et MM26 par exemple. Ça peut être MM9, hein, ça dépend ce que tu veux, mais voilà, on fait la différence. Donc c'est MM26, donc sur 26 semaines, moins MM9 par exemple. Tu vois. Lorsque tu fais la différence de ces deux moyennes mobiles, deux courbes, et ben en fait, ça signifie que la moyenne mobile courte et la moyenne mobile longue, et on peut voir s'il y a une tendance haussière ou baissière à partir de cette différence. Alors l'oscillateur, alors maintenant on va regarder sur l'oscillateur. Donc on a dit que un oscillateur sont des indicateurs qui fournissent des signaux à court terme pour l'achat ou vente. Ces indicateurs sont exprimés, par exemple MACD, généralement un pourcentage entre 0 et 100%, et une zone haute au-dessus de 70% s'appelle zone de surachat. Entre les deux, c'est zone neutre. Donc là, je vais marquer ça, c'est important à savoir. Donc, alors, je vais prendre un exemple. Il y a un indicateur stochastique. Donc ça se note pour 100K. C'est un oscillateur qui est usé dans les salles de marché. Pour calculer ce pourcent K, c'est égal à 100 que multiplié par C de T, donc candle. Candle, c'est le cours du sous-jacent à l'instant T, moins L. L, c'est le cours le plus bas durant N séances précédentes, et divisé par H moins L, la différence entre haut et bas. Ok. Alors, je vais faire un exemple concret. Donc, on va prendre la courbe qu'on a vue sur Broadcom. Okay, on va calculer le stochastique pour 100K. Donc, c'était cas là, le candle. Donc, on va prendre le candle le 19 mars, donc avant-hier. Alors, la moyenne, donc candle de T, on va prendre 320, 310. Et donc, c'était cas là, 100 multiplié par 310, le candle du jour, moins le plus bas, L. L, c'est le cours le plus bas pendant la N séance précédente. Donc, N séance précédente, on va dire pendant un mois. Donc, on va chercher le plus bas pendant un mois. Donc, c'était 307,2. 307,2. Donc, durant un mois. Hein, sur la période d'un mois. Et H, le niveau le plus haut. Donc, c'était le 9 mars. 348,73. 348,73. Moins 307,2. On va regarder ce que ça nous donne, cet indicateur. C'est un formule mathématique, c'est connu. Hein. Alors, 100 multiplié par, on va sortir la calculatrice. Donc, 310, 41, ça nous fait 7%. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'oscillateur stochastique K de 7% d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que en convergence, divergence, tu peux interpréter comme tu veux. Ça, c'est ce que dit dans les bouquins. Après, tu peux dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est fiable ou c'est pas fiable.
voilà, c'est à toi de lier la situation réelle et les indicateurs. C'est pour ça aussi on dit que les indicateurs stochastiques reflètent une certaine volatilité. Donc, voilà. Maintenant, on va parler d'autres indicateurs, par exemple le CCI. C'est un indicateur qu'on utilise aussi pour le cours des matières premières. Donc, on va sortir la formule mathématique, hein. Même si je n'ai pas envie de faire des maths, aujourd'hui, je suis envie de faire un peu de maths. Bon, CCI, ça veut dire Commodity Channel Index. Okay. C'est généralement utilisé pour suivre les cours des matières premières comme le pétrole. Par exemple, là, aujourd'hui, le pétrole, c'est quelque chose qui est sensible. C'est pour ça qu'on fait la guerre. La guerre a beau but de faire du pillage économique. L'indicateur CCI est calculé comme la différence entre le prix typique d'une action et sa moyenne mobile simple divisée par l'écart type du prix moyen. L'indice est généralement mis à l'échelle d'un facteur 1 divisé par 0,015 pour fournir des chiffres lisibles. Pour s'assurer qu'environ 70 à 80% des valeurs CCI se situent entre moins 100 et plus 100. La CCI fluctue au-dessus ou en dessous de la ligne 0. Et lorsque la CCI dépasse plus 100, un titre est considéré comme entrant dans une forte tendance haussière et un signal d'achat est donné. La position devrait être fermée lorsque le CCI redescende en dessous de 100, parce qu'il n'y a plus de hausse possible. Et lorsque la CCI descend en dessous de moins 100, le sous-jacent est considéré comme étant en forte baisse et donc un signal de short ou de vente est donné. Enfin, la position est fermée lorsque CCI repasse au-dessus de moins 100. L'indicateur CCI s'avère particulièrement efficace sur de longues périodes, mais par contre, pour les périodes courtes, comme dans le day trading, finalement, il s'avère peu fiable parce qu'il y a beaucoup trop d'écart types. Alors ici, on note le prix typique comme la fonction Y de T. Et on va calculer Y de T. On définit Y de T est égal à 1 tiers de alors plus haut, donc H, plus plus bas, donc L comme low, plus clôture, C comme clôture. Ok. Sur une période donnée. Voilà, toujours pareil, hein, c'est sur une période donnée. Donc là, on a dit que c'était un mois. Là, notre cas d'école, c'est Broadcom. Donc c'est sur un mois. Donc sur un mois, ce qu'on obtient, c'est un tiers de. Alors ça, c'est très utilisé. Hein. Moi, à l'école, j'ai déjà utilisé cet indicateur. Donc 0,33 multiplié par le plus haut, on avait dit c'était 348, 348, 313. Ouais. Le plus bas, c'est 307,2 et la clôture du jour même, c'est 310, 51, donc 310. On va dire 310. Ça nous donne simplement, on va faire un calcul. Donc 348 plus 307 plus 310 divisé par 3, 321. Ça nous fait 321 $. C'est le Commodity Channel Index. Évidemment, ça, tu peux l'étaler sur la période donnée. Là, je prends une période un mois. Tu peux faire ça sur 2 mois, 3 mois. Et tu peux faire une variation de CCI sur la période donnée, la période qui t'intéresse. Et tu peux voir que ça, CCI permet de suivre, comme la moyenne mobile, une variation sur la courbe du sous-jacent. Alors généralement, ce qu'on dit, c'est que le CCI varie souvent entre moins 100 et plus 100. Donc entre moins 100 et plus 100%. Donc si tu dépasses la valeur de plus 100%, il déclenche un signal de vente car la valeur est en surachat. Okay. Sinon, lorsque un oscillateur, donc on peut observer les convergences et divergences avec la courbe des cours, le CCI. Ça permet de lisser. C'est ça, c'est exactement ça. La moyenne mobile, généralement, ça permet de lisser une courbe pour avoir La tendance, ouais. une tendance
C'est ça. bonne tendance. C'est ça. Alors, maintenant, on va parler de l'oscillateur sur la moyenne mobile. Okay, donc, la moyenne mobile, tout le monde sait ce que c'est, donc je ne vais pas entrer en détail. Ça permet de lisser. Donc, maintenant, l'oscillateur sur la moyenne mobile n'est pas proprement parlé un oscillateur, car il ne varie pas entre les valeurs fixes de 0 et 100%. Donc, il n'est pas possible de comparer ça à un autre oscillateur. Donc, c'est pas 0%, c'est pas 100%. Alors, l'oscillateur sur moyenne mobile effectue la différence entre la moyenne mobile courte et la moyenne mobile longue, okay, comme la MACD. Le choix des deux longueurs de ces deux moyennes mobiles sont choisis par l'utilisateur. Okay, donc ça peut être MM9, MM26, comme on avait dit. Alors, on utilise généralement une moyenne mobile court terme de 20 séances et une moyenne mobile de long terme sur 100 séances, donc 100, par exemple 20 semaines et 100 semaines, pour tracer cet oscillateur. L'oscillateur mesure la différence entre la tendance court terme et la tendance long terme. Donc, on peut dire que l'oscillateur est positif lorsqu'il y a une tendance haussière et l'oscillateur est négatif lorsqu'il y a une tendance baissière. Voilà. Donc, ça choque personne. Et donc, cet oscillateur-là, donc c'est comme la MACD. Hein, MACD, c'est Moving Average Convergent Divergence, hein, c'est ça. Donc, c'est une tendance, elle doit être en corrélation avec la réalité. Voilà. C'est pas parce que ça baisse depuis 3 ans que ça va rebondir. Ça, c'est un piège fatal. Les gens pensent que si ça baisse pendant X années, ça finit par rebondir. Alors, c'est pas forcément vrai. Ça peut être vrai, hein, mais c'est pas toujours vrai. Parce que si ça baisse, bah, en fait, c'est une tendance sur une très longue période jusqu'à la faillite de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est pas forcément synonyme que ça pèse trop, donc ça va un jour rebondir. Ok, donc les moyennes mobiles sont de longueur variable par définition. On a pris au pif 26 et 9 parce que les gens utilisent beaucoup cette période, donc 26 semaines et 9 semaines. Voilà. Maintenant, on va parler de momentum. Un momentum, c'est simplement la différence entre la clôture d'une séance et la clôture d'une séance précédente. Donc, le momentum, il faut comprendre que le momentum, c'est considéré comme un oscillateur, même si on mesure que la clôture. Donc là, on va regarder les clôtures. Par exemple, là, je prends le clôture 310, ok. Là, je prends le précédent, 319. Et là, c'est 315. Donc là, on va regarder les deux momentum. On va calculer le momentum. Donc, momentum. Alors, qu'est-ce que c'est? On regarde uniquement la clôture. Donc, on va prendre YT, hein, c'est notre variable. YT, c'est on regarde le C décale à C à l'instant T. C comme clôture, moins C à l'instant T-1. Ok. Si on regarde uniquement la clôture, par exemple ici on a 310 moins précédent c'était 319, donc on a moins 9. Okay. Donc on a un momentum négatif à l'instant T, à l'instant 19 mars. Okay. Et si on regarde uniquement la clôture, par exemple je prends le jour précédent, le 18 mars, donc ça c'est T égale 19 mars. Maintenant, si on regarde le jour précédent, on va refaire le même calcul pour le jour précédent. Donc, alors c'est clôture 319, 315, 319 moins 315. Donc c'est 9 moins 5, ça fait 4. Donc il est positif pour le jour précédent. D'accord? Donc tu peux regarder uniquement la clôture et tu peux deviner à partir du prix du clôture le sens de variation de la tendance de ta courbe. Voilà. Donc ça permet de simplifier les calculs.
parce que tu apprends uniquement la clôture. Alors, on va revenir sur les indicateurs sur le volume. Évidemment, je ne suis pas exhaustif dans le descriptif parce qu'il y en a tellement. Je vais juste piocher les indicateurs les plus connus, les plus utilisés, sachant qu'il y en a d'autres qui sont moins connus et moins utilisés. Voilà, je n'ai pas la vocation à donner une liste pour étudier tous les indicateurs possibles. Sur TradingView, on a une centaine, juste pour l'information. Alors, donc, on a vu dans l'analyse technique, une étude de volume est super important pour valider le démarrage d'une tendance et mesurer et comprendre la volatilité sur les différents, sur une cassure de résistance ou de support. Voilà. Donc on sait que un support, alors je vais sortir Pent, je ne sais pas si tu as je pense que tu connais très très bien le sujet parce que moi, je te sens très très expérimenté, mais je vais quand même faire comme si voilà, comme si c'était un novice. Bon, désolé, hein, si t'es pas un novice. Donc, du coup, là, c'est le temps. Je dessine la flèche du temps, donc de gauche à droite. Ok. Alors, faut comprendre ce que c'est une courbe. Bon, je dessine n'importe quelle courbe. Hein. Ok. Voilà. Alors, ce qu'on dit, c'est que lorsque y a un niveau, ça s'appelle le support. Ah, c'est psychologie, hein, c'est la psychologie. Support, c'est en bas. Hein, ok. Support comme Ok. supporter, donc c'est le niveau le plus bas. Et résistance, c'est le niveau le plus haut. Par exemple, ici, on dit que si on regarde sur le passé, on a un petit sommet là. Okay. Ça, c'est la résistance. En fait, tout ça, c'est une, comment dire, une façon d'exprimer le comportement, la psychologie des investisseurs, des psychoteurs. À savoir que si les gens voient que la courbe va rejoindre un niveau de support précédent, donc Donc, jeter dessus. ouais, c'est ça, exactement. Ils vont tous se jeter dessus, ils vont tous acheter. Voilà, ça c'est la psychologie. C'est la psychologie, par exemple, Facebook, imagine Un peu comme Tesla, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Tesla c'est un très bon exemple. Si Tesla baisse en dessous de 300, les gens ils vont tous jeter dessus parce que c'est un niveau support précédent. D'accord. C'est que psychologique. C'est uniquement ça. Hmm. En fait, il y a un besoin irrationnel pour les gens de choisir des choses pas chères. Tu vois, je répète, c'est quelque chose d'irrationnel. Les gens ont tendance à vouloir acheter pas cher, quelle que soit la quantité et quelle que soit la qualité. Okay. C'est pas parce que Tesla est le meilleur constructeur de voitures électriques au monde, c'est pas ça en fait. C'est juste parce que c'est pas cher en fait. Juste c'est pas cher. C'est pour ça qu'on a envie de l'acheter. Pas parce qu'on on a envie de, comment dire, de participer à une aventure industrielle. C'est pas ça en fait. Il y a personne il y a très peu de gens qui sont aventuriers parmi les investisseurs en fait. En réalité. Donc il va acheter parce que c'est pas cher. Donc ils cherchent le niveau de support. Et pareil pour la résistance, hein, ils veulent vendre parce que c'est cher. Voilà. Ils veulent vendre parce que c'est cher. Pas parce qu'ils sont dégoûtés de Elon Musk, pas parce qu'ils détestent le fascisme, pas parce qu'ils détestent le comportement puéril d'Elon Musk, c'est pas ça. Hein. C'est juste parce que ça atteint un niveau qu'on peut faire dégager un bénéfice. Donc on peut gagner l'argent. Donc on vend Tesla. Pas parce qu'on veut délester le dirigeant. Hein, on n'a pas d'opinion publique, on n'a pas d'opinion politique. C'est juste parce qu'on veut faire du profit et donc on vend. Voilà, on vend sans conviction. Maintenant, on va regarder les indicateurs OBV, c'est-à-dire On Balance Volume. Alors, je vais marquer ça. Donc, OBV, parmi les indicateurs les plus connus. On Balance Volume. Ok. On Balance Volume est calculé de la manière suivante. C'est le volume des transactions pour un jour donné
ajouté à l'OPV des jours précédents. Donc là, c'est récursif. Donc voilà, OPV de T, à l'instant T, ok, c'est, alors c'est quoi? C'est OPV de l'instant T-1, donc hier, plus le volume d'échange de T si le cours, si Y, si le cours, là, je vais écrire en français, si le cours à l'instant T est supérieur à cours de l'instant T-1. Ok? Et par exemple, alors, c'est même philosophique, moins le volume d'échange si le cours est inférieur à cours T-1. Donc, on va faire un exemple concret, concrètement. Alors, pour le cours, je prends souvent la clôture. Ok? Donc, la clôture de 19 mars, c'est 310 par rapport à la clôture du jour précédent, 319. Donc, elle a baissé. Donc, elle a baissé. Ok? On est dans la situation 2. Donc, OBV de 19 mars. Alors, 19 mars, j'ai écrit 1903. Okay, est égal à OBV de 18 mars, donc le jour précédent, ok, moins le volume. Moins le volume, donc on va juste en bas. Ici, on a le volume, ok, 43,32. 43,32. Donc c'est normé, hein, ok, divisé par un facteur K. Donc ici, on prend 1 million, par exemple. C'est normé. Donc du coup, alors, pour calculer ça, comme c'est récursif, il faut savoir que pour calculer à l'instant t, il faut calculer l'instant t moins 1. Ok, donc là, on prend t moins 1 est égal à le jour précédent, donc 17. On regarde si le cours a changé, s'il a augmenté ou diminué. Donc ici, et là, le jour précédent, c'est 315, 319, donc ça a augmenté, donc c'est 23,52. Donc c'est plus, c'est positif hein, parce que ça a augmenté, 23,52. Donc on va faire ça pour 2 jours, 3 jours. Donc 300, après on va choisir un nombre OBV. Alors, donc le jour précédent c'est BC1. Donc on est passé de 321 à 315, donc ça a baissé de 6. Donc le jour précédent c'est 25,46, moins 25,46. Ok. Donc là on voit que si on injecte la formule mathématique, donc c'est si on prend OBV 19 est égal à ça, donc c'est ça, OBV de 17 plus 32 plus 23,52 moins 42,32, ok. Et ça, on le réinjecte par ici, ok. Donc voilà. Donc ça veut dire que le volume possède un signe si si le volume est négatif, ça veut dire que le cours a baissé. Si le volume est positif, ça veut dire que le cours a augmenté, plus l'OBV du point de départ. Pour simplifier, on va prendre OBV du point de départ égal à 0. D'accord? Donc on va calculer par exemple sur la semaine du 15 mars jusqu'à 19 mars, pendant les 5 jours, donc 15, 16, 17, 18, 19. On constate que le seul jour haussière, c'est le 18, donc c'est ce point-là, donc 23,52. Donc tous les autres, c'est négatif, donc on calcule OPV de cette manière-là. Donc on calcule la variation de volume, donc c'est moins 31. Donc moins 31,36, ok, moins 38, et plus 20, moins 25, pardon, moins 25, 46. Alors, ok, et moins 25, plus 23,52, plus 23,52, et moins 43,32. Moins 43,32. Pourquoi plus ici? Parce que c'est haussière. Pourquoi moins? Parce que c'est baissière. Voilà. Pendant la semaine
précédente, on a 1, 2, 3, 4 jours baissière et 1 jour haussier. OK? Donc, c'est pour ça, c'est 4 fois négatif. Donc, c'est moins, moins, moins et moins. Donc, ça fait 4 fois plus une fois haussière. Donc, ça nous donne un OBV de, tout simplement, on doit donner un sens dans ce qu'on fait. Donc, 31. Ça nous fait 31, 36 négatif. Okay. Moins 38, moins 25, 46. Attends, il y a un truc qui va pas. Ah putain. Je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas marché. Il y a un problème avec cette calculatrice. Je sais pas d'où ça vient. Donc, je vais pas prendre les virgules, hein, je vais juste moins 31, moins 38, moins 25. Ah, c'est bon, ça marche. Plus 23, moins 43. Ça nous fait moins 100, moins 114. Donc, OBV est égal à voilà. OPV de 19 mars, ça nous fait moins 114. Ok, donc ça veut dire que sur la semaine précédente, on a un unbalanced volume négatif. Donc ça veut dire que, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est décroissante. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont quitté, qui ont vendu dans la semaine précédente Broadcom. D'accord? Donc on est sur une tendance baissière. Elle est baissière de moins 114 OBV. Okay. Cette tendance, elle est confirmée. Elle peut être confirmée. Ça se met en place par le marché. Si la courbe est positive, donc c'est une tendance croissante, en fait, ton OBV est positif. Et si la tendance est baissière, ton OBV est forcément négatif. Okay. L'OBV, en fait, l'OBV, c'est unbalanced volume. On regarde ici uniquement le volume, et le volume possède un signe. Et le signe, c'est le signe de la tendance. Okay. L'OBV, en fait, est utilisé pour détecter un début d'OPA. Alors, OPA, ça veut dire offre publique achat. Alors pourquoi on dit ça? Parce que en effet, dans un marché non saturé, une société prépare l'OPA. Une société prépare l'OPA, trouve facilement des vendeurs. Alors pendant cette phase, peu de croissance de cours, mais une augmentation sensible des accumulations de volume. Okay. Et si l'OPV augmente, voilà, s'il y a une croissance significative, donc croissance significative de l'OPV, alors que le prix du share évolue peu, on soupçonne, c'est un faisceau de soupçons, on soupçonne que l'OPA se prépare. Donc, ça veut dire que quelqu'un, une entreprise adverse, cherche à racheter cette entreprise et donc il est conseillé de l'acheter. Pourquoi? Parce que l'OPA fait grimper le prix du share. Voilà. C'est comme un nuage qui s'accumule dans le ciel. Okay, c'est pas parce que les nuages s'accumulent dans le ciel, il y a forcément la pluie. Mais quand il y a la pluie, c'est généralement après une accumulation de cumulonimbus. Voilà, c'est ce qu'on constate. Cumulonimbus s'accumule au fur et à mesure. Et
peut-être un jour, il y a une probabilité très forte que ça devient la pluie. Si l'OBV augmente et que si le prix du share n'évolue pas, ou évolue peu, on soupçonne qu'il y a l'OPA qui se fait pas. Ça, c'est ce qu'on dit, ce qu'on apprend à l'école de commerce. Je te le transmets, cette information. C'est bien ça, ouais. Voilà, je Mm. te transmets l'information. Génial, ouais. Encore une fois de Non, plus, non, c'est bien, hein. tu interprètes ce que tu veux, parce que la vérité n'est pas absolue. Okay, la vérité n'est pas absolue. Mais elle est constatée. Les profs de mon école de commerce qui ont passé 30 ans, 40 ans à étudier le marché, et ils ont fini par comprendre ce genre de phénomène. Et je pense que ce ne sont pas les seuls qui avaient compris dans le passé. Beaucoup de gens avaient vu ça. Okay. Donc maintenant, on va passer sur un autre indicateur. On appelle indicateur AD. Alors, AD, c'est accumulation, distribution. Donc, je vais marquer ça. AT. Voilà. Donc, AD. Alors, c'est AD, pardon. accumulation, distribution. Alors, cet indicateur-là est inventé par un trader qui s'appelle Larry Williams, donc un Américain. En fait, il a vu que l'OBV, alors il connaît très bien l'OBV, hein, il use souvent l'OBV, qu'on avait étudié précédemment, prend en compte des mouvements des cours durant la séance pour savoir les volumes accumulés sur le marché. Okay. Donc, il a dit que OBV c'est bien, mais on va faire quelque chose légèrement différent. Donc, alors c'est comme OBV, hein, donc comme l'OBV. Alors, je vais marquer comme l'OBV. C'est un calcul récursif. Récursif, c'est-à-dire que tu as besoin du jour précédent. Donc, alors AT à l'instant T est égal à AT à l'instant T moins 1, donc le jour précédent, plus, alors au lieu que ça soit le volume ici, c'est volume pondéré. Volume pondéré, ça veut dire que la présence du prix, hein, donc C comme close, la fermeture, moins ouverture, c'est open, d'accord, divisé par H moins L. Le plus haut, le prix le plus haut, moins le prix le plus bas, ça multiplié par volume. Voilà. En fait, c'est comme l'OBV, mais sauf que ton volume, il est pondéré par la variation du prix. Donc, ça veut dire que si ta clôture est supérieure à ta fermeture, donc ton truc, il est positif, tu as un candle vert, comme celui-là, un candle vert parce que c'est croissant. Si à l'inverse, c'est négatif, si ta clôture est inférieure à l'ouverture, par exemple ici un candle rouge, okay, donc tu as 322 qui est inférieur à 337, donc ça veut dire que c'est une tendance baissière, et donc ton volume est négatif, d'accord, donc ça rejoint l'OBV, c'est exactement le même principe que l'OBV, sauf que l'OBV, il définit le moins et le plus suivant la tendance, et si le plus et moins est remplacé par une pondération du prix. Mais ça revient exactement au même. Hein. Ça revient exactement dans le même sens. On peut faire 1 pour se faire plaisir. Okay, on va voir que c'est la même chose que l'OPV. Hein. C'est juste la valeur de calcul est différente, mais le sens étant exactement le même. Donc, alors on prend exactement le même calcul ici. Ok, donc l'OBV d'un certain jour, bon, 19, enfin AD, hein, pardon. AD de 19,03 est égal à AD de 18,03, donc le jour précédent, plus, alors on va faire le petit calcul là pour s'amuser, donc c'est donc 310. Alors, je ne prends pas les chiffres derrière la virgule, hein, c'est inutile. Moins l'ouverture, donc l'ouverture c'est 320, divisé par le plus haut, hein, 321, moins 309, ok, multiplié par le volume, on avait dit c'est 43, 32. Donc 43, 32. Donc déjà, première chose à vérifier qu'on a le même signe que le signe de l'OBV qui doit être négatif. Ce nombre doit être négatif. C'est vrai parce que 310 est inférieur à 320. Donc déjà, ça c'est vrai. Donc ça fait, alors ça me fait moins 10. Alors H moins V est toujours positif parce que le niveau le plus haut est toujours plus haut que le niveau le plus bas. Donc ici, on a AD de 18,03
plus donc, moins 9 que multiplie par 21 moins 321 moins 309, ça nous fait 11, 12. 12. 9 divisé par 12 que multiplié par 43,32. Donc ça nous fait... attends, on va calculer ça. Donc moins 9. Donc 9. Hop. 9. Bon. Divisé par 12. Donc on a une pondération de 0,75. Donc le signe est négatif. Donc ça rejoint le signe négatif qui est là. L'OPV. Multiplié par le volume à 43,32. Donc les pondérés, donc il y a 32, moins 32, 49. Donc moins 32, 49. Tout à l'heure, c'était moins 43,32. Et là, on est à moins 32, 49. Voilà, moins 32, 49. Donc là, ça c'est ce calcul qui est là. Donc plus la valeur précédente, l'AD du jour précédent. Voilà. Donc ça nous fait ce nombre-là. OK. Bon, alors je ne vais pas m'amuser à faire tous les calculs de toute la semaine, parce que là, c'est pondéré, donc c'est un peu plus long que l'OPV, on calcule. Mais l'idée est là. L'idée, c'est que tu as le même signe que l'OPV, donc c'est négatif si le volume, si le cours est tendance baissière, c'est négatif, donc le volume est négatif. Sinon, c'est positif si on a une tendance haussière. Et ça, c'est pondéré suivant la variation. Alors, plus l'écart est grand entre fermeture et ouverture, plus ton écart, enfin ton pondération est forte. Okay. Maintenant, on va regarder vite fait. Alors, pour faire le calcul très rapide de l'AD, il y a une technique qu'on utilise souvent, c'est que on prend le jour moyen. Par exemple, ici, on prend le jour, tiens, le dernier jour. Okay. Le jour moyen, ok, on regarde maintenant le cap, le maximum de cap. Où est-ce qu'il y a un maximum de cap entre les différents candles. Okay. Ici, par exemple, alors, ça c'est une approximation, hein, mais après tu peux faire le calcul exact. Donc, par exemple, là, on dit que c'est pondéré par l'écart qui est ici. Okay. L'écart qui est fort entre l'ouverture et la fermeture, on a 10. Et par exemple, ici, on a seulement 6. Ici, on a seulement 2. Ici, on a seulement 5. D'accord? Donc, tu prends la somme des fermetures, ouvertures. En fait, tu as factorisé, en fait. En réalité, tu as factorisé. Donc, ici, tu prends. Alors, j'ai un exemple concret. Donc, 310 moins 320, tu vois, c'est le jour même du 18. Maintenant, tu vas prendre simplement la différence de chaque jour. Donc, ici, par exemple, c'est 2, donc moins 2. Ici, c'est moins 6. Moins 6. Ici, c'est moins 5. Moins 5. Alors ici, c'est positif. Donc positif, c'est plus 7. Plus 7. Ici, c'est moins 10. Voilà, moins 10. Ok, tu fais la somme de tout ça. Ok, donc là, je prends une calculatrice. Hop. Donc 2, moins 2, moins 6, moins 5, plus 7, moins 10. Ça nous fait moins 16. Ok, ça nous fait moins 16. Donc fait moins 16 multiplié par la moyenne des volumes. Et donc ici, on a fait la somme ici, là. Donc divisé par ce nombre-là. Donc moins 16 divisé par la moyenne de haut et bas. Donc là, ici, haut et bas. Haut et bas, la moyenne, c'est 26. Donc 29, 329 moins 320, ça fait 9. 9, là, ça fait 10. 10. Là, c'est 15. Et là, c'est 10. Donc 10, 10, 10. 4 fois 10, donc 40. Plus 15, 50, 54. Donc 54 divisé par 5, ça nous fait 10,8. 10,8. On revient ici. Donc divisé par 10,8. D'accord? Donc on prend H moins L moyenne. Ok? Multiplié par le volume. Donc là, on a besoin de savoir le volume. Ok? Donc là, c'est le volume, c'est la somme. Pareil, là, on va prendre la somme de tous les volumes. Donc là, par exemple, ici, on a 31, 38, 25, 23.
Donc, tu prends la moyenne de volume, c'est, on va dire, aux alentours de 30, 35. 35. Ok. En fait, c'est juste une approximation. Faut accélérer le calcul. Fois 35, donc ça nous fait. Alors, je vais faire un calcul rapidement devant toi. Donc, 16 moins divisé par 10,8 multiplié par 35 moins 51. Voilà. Sur la semaine de dernière semaine, on a l'AD. On a l'AD égale moins 51. Voilà. De 15 mars, 15 à 19 mars, on a un AD de moins 51. Okay. Ça nous permet de se situer à peu près par rapport à l'OBV. À l'OBV, on est à moins 114. Moins 114, là, on est à moins 51. Parce que c'est pondéré. Hein. C'est pour ça que c'est pas aussi forte, une variation aussi forte. Alors, les oscillateurs de volume effectuent la différence des moyennes, des volumes sur les échanges de volume. Ce qu'on a vu, c'était quand une tendance à court terme est au-dessus de la tendance à long terme, c'est que la courbe elle est généralement croissante. Alors c'est pareil que la moyenne mobile. La moyenne mobile a le même sens, même signe que le volume mobile. Le moyenne mobile, c'est le prix, et le volume mobile, c'est sur la tendance de volume. Mais en fait, les deux sont en corrélation parce que c'est le prix de l'offre et la demande. Plus il y a de demande, bah, plus, comme tu sais, le prix va augmenter. Hein. Oui, exactement. Voilà, plus il y a de l'offre, plus le prix va tendance à baisser. Alors on peut interpréter l'oscillateur de volume avec la moyenne mobile et ça nous donne souvent une prédiction sur l'inversion de tendance. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a beaucoup de demandes, si le volume accumulant se confirme, c'est-à-dire que si l'OPV ou AD est positif, alors j'ai marqué ça sur important, si OPV ou l'AD est positif et croît d'une manière continue, mais que la moyenne mobile et baissière, on suppose qu'il y aura l'inversion de tendance. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Ouais, je comprends, ouais. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de demandes, alors si la demande augmente, le prix finira par monter. Bon, Voilà, ouais. ça veut dire. Bon, l'inverse est vrai aussi. Hein. Si OPV ou AD est négatif et que le prix de la moyenne mobile est haussière, il y aura l'inversion C'est de logique. tendance. Voilà, parce que l'offre est supérieure à la demande. Ok, donc je ne vais pas marquer ça, mais c'est évident. Alors, donc maintenant, on va regarder. Je continue à lire mon cahier parce que bon, j'ai noté pas mal de trucs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, je parlais de tout ce qui est essentiel. Alors, il y a des oscillateurs qu'on appelle Shekin. C-H-A-I, Shekin. Un oscillateur Shekin, c'est la même chose avec les moyennes mobiles exponentielles et sur l'indicateur AD. Donc, il est basé sur l'AD. Il est basé sur AD. AD, c'est la base de Shekin. Alors, le Shekin se calcule en cherchant la convergence-divergence entre l'indicateur et la courbe observée. Donc, j'ai pas noté la formule mathématique, mais tu peux le retrouver sur Internet. Grosso modo, à partir de l'AD, on a calculé, il faut d'abord calculer l'AD. Une fois que tu as le AD, on va appliquer MACD là-dessus. Okay, donc c'est MACD plus AD. On applique MACD par-dessus l'AD.
Et on cherche un oscillateur, donc ça c'est un oscillateur, ok, sur la variation de la courbe. Donc ça va amplifier les mouvements. Voilà. Le calcul étant long, je ne vais pas te fatiguer parce que je sais qu'en Australie, il est déjà presque minuit, donc je ne vais pas entrer dans les calculs trop Ouais. compliqués. Mais je vais juste. Minute 10. Voilà, minute 10, c'est pour ça. Je vais essayer de faire simple parce que les maths, ça n'arrive plus à Hmm. focuser à partir de minute 10, quoi. Alors, donc, alors, je vais lister rapidement à partir de mon cahier. Donc, ROC, c'est Rate of Change. OK, donc là, on calcule le volume, la dérivée. ROC, c'est égal à, donc c'est la dérivée, hein. En fait, c'est volume de T, ROC, voilà, ROC. ROC de T est égal à V de T divisé par V de T moins N. Donc N, c'est longueur de l'indicateur. Voilà. Donc, alors là, je prends un exemple très concret, très facile. Donc là, c'est 43. OK, 43,32 pour le 19 mars. Donc, si par exemple, concrètement, donc, alors, ROC de 19, donc là, on a parlé de 19,03, hein, est égal Hmm. à le volume 43,32 divisé par le volume, donc on va dire le début de la semaine, 31,36. Donc tu vas calculer on fait la dérivée, en réalité, 43,32 divisé par 31,36, 1,38. Donc c'est alors là, il n'y a pas de signe. Là, il ne donne pas le signe. Donc on ne différencie pas la croissance ou la décroissance du prix parce que là, on ne prend pas en compte le signe. On prend en compte seulement la variation, donc la volatilité. Donc ici, ce qu'on observe, c'est observer seulement la volatilité. D'accord, on ne regarde pas la tendance, on s'en fout. Ok, donc ensuite, MFI. MFI, MFI, ça veut dire Money Flow Index. Alors, MFI est un indicateur qui utilise le cours et les volumes. Et c'est comme RSI, donc c'est l'équivalent de RSI. Alors, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'est le RSI dans les épisodes précédentes de Ticawiz. Donc, je vous invite à regarder les épisodes précédentes. RSI, c'est pour mesurer le surachat sur vente. Et RSI est entre 0 et 1, donc entre 0 et 100%. Et donc voilà, ça nous permet de savoir la force de l'achat ou la force de la vente d'un sous-jacent. Donc RSI. Dans MFI, c'est à peu près le même principe. On commence par calculer le cours moyen du jour. Voilà, cours moyen du jour, bon, c'est très simple, hein. Alors, cours du moyen jour est égal à clôture plus H, le plus haut, plus le plus bas, L, l'eau, divisé par 3. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le cours du moyen jour. Et ensuite, on prend le money flow MFI est égal à cours du moyen jour, donc C plus H plus L divisé par 3, ce nombre-là, multiplie par le volume. Ok. Donc ici, pareil pour ROC, on observe seulement la volatilité. On n'observe pas la tendance. D'accord. Mais pas la tendance. Mais pas la tendance. Voilà, voilà, c'est comme le ROC, on ne regarde pas la tendance, on s'en fout de la tendance. Ce qu'on veut savoir, c'est sur la volatilité, si c'est très volatile ou pas. S'il y a beaucoup de gens qui achètent ou qui vendent. Voilà, ça ne nous permet pas de suivre une tendance. C'est pas ce qu'on regarde. Alors, si on analyse MFI, Money Flow Index,
généralement, on va normaliser ce ratio entre 0 et 100, comme pour le RSI. Donc voilà, je vais noter ça, c'est important. Alors, comme le RSI, MFI est normalisé. Normalisé, ça veut dire on donne la plage entre 0 et 100%, comme le RSI, hein, ok, RSI. Et parce qu'on va normaliser, donc on va normaliser ce facteur comme MFI est égal à temps moins temps divisé par 1 plus MFI. Voilà, ça c'est la formule pour normaliser le ratio, pour pour le mettre entre 0 et 100. Voilà, entre 0 et 100%. Donc, alors, comme pour le RSI, le MFI peut s'interpréter de différentes manières. Voilà, ce calcul mathématique nous permet de penser à différentes choses. C'est qu'en lançant un signal d'achat lorsque le MFI quitte la zone de survente à 20%, alors là, ce qu'on me dit, c'était zone de survente. Okay. Alors, j'ai noté ça, hein, c'est marqué dans mon cahier, donc je vais noter ça. Donc, on lance un signal d'achat, donc savoir quand est-ce qu'on doit entrer, lorsque MFI quitte la zone de survente. Donc 20% et un signal de vente. Alors, ça c'est signal de vente. Si MFI quitte la zone de surachat. 80%. Ok. Et un seuil. Alors là, j'ai dit surachat. Bon, là, j'ai. Alors, surachat. Voilà, zone de surachat, 80%. Ok. Surachat. Bon, là, tout à l'heure, je fais n'importe quoi. Là, c'est surachat. J'ai inversé survente et surachat depuis tout à l'heure. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Bon, là, je rectifie l'erreur. Donc, alors, donc, zone basse, c'est survente. Ok. Zone basse, la survente. Si MFI quitte la survente, on lance un signal d'achat. Et maintenant, si MFI quitte la zone de surachat, zone surachat, c'est au-dessus de 70%, donc par exemple à 80%. Si MFI quitte cette zone-là, alors on vend. On fait un signal de vente. Là, c'est comme ça qu'on utilise l'indicateur MFI. Ensuite, on va parler de indicateurs statistiques, donc le quatrième chapitre. On a presque terminé, tu vois, aujourd'hui, on est parti très vite. Donc, alors, quatrième chapitre, indicateurs statistiques. Ce sont des indicateurs généralement basés sur l'évolution au cours du temps d'un paramètre statistique, par exemple la moyenne, mesurée sur un nombre d'échantillons donnés. Donc la longueur de par exemple, moyenne mobile. Alors si on a dans un sample, on peut calculer la volatilité. Alors, il est possible d'envisager le tracé de plusieurs paramètres statistiques comme la variance ou la volatilité. Et la variance se mesure à partir de la rentabilité journalière de chaque séance boursière. Alors, c'est quoi la rentabilité? La rentabilité, c'est tout simplement le cours moyen moins le cours précédent divisé par le cours précédent. Donc là, je vais marquer ça. Alors, la rentabilité de T à l'instant T est égale à C, donc cours moyen. Alors, cours moyen, on avait dit, hein, c'était C plus H plus L divisé par 3. C'est ça, c'est la définition du cours moyen. Cours du moyen jour. Donc, cours du moyen jour. De l'instant T, ok, moins l'instant T moins 1, donc le jour précédent, divisé, tout ça divisé par le coût moyen du T moins 1.
Grosso modo, ça veut dire combien tu as gagné par rapport aux jours précédents où tu as perdu, hein, peu importe. Et la variance, alors la variance, on va calculer variance de T est égal à somme, donc sigma de rentabilité de T moins la rentabilité moyenne sur une période donnée, donc sur une période au carré, donc c'est carré, tout ça divisé par le nombre de jours, divisé par nombre de jours, nombre de samples. Par exemple, si c'est sur un mois, c'est 20 jours, un mois c'est 20 jours, 20 séances, 20 séances la bourse, donc divise par 20. Donc la somme de rentabilité moins la rentabilité moyenne d'une période au carré divisé par 15. Voilà, la somme de tout ça. Alors, la rentabilité journalière moyenne qui est mesurée sur, par exemple, sur un mois, y compris la séance du jour. En fait, on fait la racine carrée de la variance, on a la volatilité. On a déjà fait ça plusieurs fois précédemment. Hein. Volatilité, c'est simplement racine carrée, square root de variance. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il est minuit et demi en Australie, donc je ne vais pas faire le calcul, mais c'est bien de connaître les principes. Alors, cet indicateur statistique basé sur la variation de la volatilité, on voit que c'est une période qui est en fait, si on mesure cet indicateur statistique sur chaque entreprise du même secteur, on a à peu près la même chose. Voilà, la volatilité, elle est mesurable, elle est similaire sur la plupart des entreprises du même secteur parce qu'ils subissent une volatilité sectorielle. Okay. Donc, si tu mesures la variance pour calculer la volatilité de, par exemple, Coca-Cola, eh ben, tu sais que cette volatilité-là, tu la retrouves aussi chez Pepsi ou chez une autre industrie, enfin, de même secteur, une autre entreprise de même secteur. Ok, ça c'est une volatilité commune, on appelle volatilité sectorielle. Maintenant, pour calculer la volatilité, il y a une autre manière de calculer la volatilité, ça s'appelle ATR. Alors, ATR, c'est super important, c'est un truc qu'on apprend à l'école. Et j'intègre ATR dans mes TradeBots. Et mes TradeBots fonctionnent avec l'indicateur ATR pour la vente. Voilà, il n'y a pas de secret. Alors, il y a plusieurs façons d'avoir le signal de vente. Hein. Comme je t'ai dit, il y a MFI. MFI, ça permet d'avoir le signal de vente, comme RSI, c'est pareil. Et une deuxième façon de le faire, c'est l'ATR. Voilà, c'est la deuxième façon qui est utilisée dans mes TradeBots. Alors, il n'y a pas une supériorité particulière. C'est comme les arts martiaux chinois. Hein. Dans les arts martiaux chinois, il n'y a pas de style qui est supérieur à l'autre. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui pratiquent ça depuis des années. Et voilà, c'est une question d'habitude en fait. C'est pas une question de supériorité, c'est une question d'habitude. Donc l'ATR, ça c'est très utile, notamment pour savoir quand est-ce que tu dois vendre tes actions. Et ça, j'ai intégré ça, j'ai implémenté ça dans mes TradeBots. Alors, la mesure de volatilité de l'ATR est basée sur le calcul de la variance de rentabilité. Alors, j'ai appris ça. Alors, l'ATR est un indicateur qui est basé sur le calcul de la variance de la rentabilité et exprimé en pourcentage. D'accord. Donc, il est possible de comparer la volatilité de différentes valeurs entre elles. Une valeur possédant une volatilité de 5% est très volatile. Alors, je vais marquer ça, c'est important. Donc, valeur d'ATR supérieure à 5% de variation
est une valeur volatile. Alors, donc, valeur d'ADR supérieure à 5%, c'est une valeur volatile. Et une valeur d'ADR inférieure ou égale à 1% de variation est une valeur peu volatile. D'accord? Donc, plus ton truc, ta variation augmente, ta volatilité augmente, plus l'ATR augmente. L'ATR, elle augmente d'une manière significative. Par exemple, ici, on dit que variation d'ATR, tu as 5%. Et en fait, c'est comme un effet levier, quoi. En fait, c'est comme si tu as beaucoup de variations. En fait. Alors, l'ATR se calcule simplement sur la moyenne mobile. S'appelle ATR, c'est Average to Range. J'ai oublié de le dire, c'est important. Average to Range. Okay. Average to Range, ça se calcule en fonction de la moyenne mobile du to range. C'est un calcul récursif comme l'AD et comme l'OBV. Okay. Donc tu as besoin du jour précédent pour connaître le jour actuel. Donc, voilà. C'est un calcul récursif. L'ATR permet de savoir la volatilité. Okay. C'est un effet amplification. C'est un effet amplification. Elle se distingue du calcul de la variance parce que la variance, c'est un pourcentage qui est différent du pourcentage de l'ATR. Et c'est particulièrement intéressant pour programmer les tradebots. Ok. D'ailleurs, je l'ai fait moi-même. Les tradebots utilisent souvent l'ATR comme des signaux de vente parce qu'il y a une forte volatilité, donc il y a une vente. Mais aussi pour l'achat. Parfois pour l'achat. Alors, c'est pas ce que je fais. Moi, je n'utilise pas l'ATR pour l'achat. J'utilise l'ATR pour la vente. Pour l'achat, j'utilise d'autres algorithmes que je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui parce que c'est trop long. Mais sachant que l'ATR peut aussi être utilisé pour avoir les signaux d'achat. Okay. Alors, pour savoir si on achète ou pas, et il est dit que, alors je vais noter ça, c'est important à savoir. Si un jour tu veux programmer toi-même ton TradeBot, peut-être que tu feras mieux que moi. Alors, tu vas faire ça. Alors, tu vas faire que un signal d'achat, si le cours varie de plus de 2 fois ATR à la hausse. Voilà, ça c'est une méthode pour savoir si on achète ou pas une action. Alors, évidemment, average to range est utilisé aussi pour la gestion de risque parce qu'elle permet de fixer d'une manière absolue les niveaux de stop loss de protection. Hein. Dans ce cas-là, l'ATR est capable de mesurer un bruit de marché au-delà duquel il faut placer ses ordres stop loss. Alors, ça c'est important à savoir. Pourquoi on vend? Alors, on vend parce qu'il y a un stop loss. On vend lorsqu'il y a un stop loss. Alors, je n'ai pas rentré en détail. C'est un concept qui est ultra simple à comprendre. Par exemple, si l'action baisse de 20%, c'est déjà trop tard, tu vois. Alors, généralement, le stop loss, c'est autour de 7%. Voilà, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, les 7 magnifiques. Voilà, c'est ce qu'on apprend à l'école. Si ton action perd 7% de sa valeur précédente, il faut la vendre. Ok, ça c'est le stop loss traditionnel qu'on utilise par les traders. Ah, c'est un nombre empirique. Hein. Il n'y a pas de mathématicien, il n'y a pas de formule mathématique. C'est ce qu'on constate et c'est ce que tout le monde fait. Et sur tous les trade bots, on met ce seuil-là, à peu près. Donc tous les automates sur le marché, dès qu'ils détectent un seuil à peu près 7%, alors 7, parfois c'est 7, parfois c'est 10, ça dépend des gens. Hein. Okay, il n'y a pas de formule mathématique. À ma connaissance, il n'y a pas de formule mathématique pour exprimer ce stop loss. Donc voilà, donc l'ATR permet aussi d'utiliser pour fixer le stop loss. Alors ah oui, c'est ça.
Alors, l'ATR, alors si on a 2 fois l'ATR à la hausse, on fait un signal d'achat. Donc, si l'ATR est 7% et vaut 7%, donc ça veut dire que ton truc, en fait, c'est 14%. En fait. Voilà. Un signal d'achat est lancé s'il y a une variation de 14% sur la hausse d'une action. Et s'il y a 7% d'ATR, tu le vends. Voilà. C'est deux fois l'ATR pour la hausse et une fois l'ATR pour la baisse. Ok, donc c'est un indicateur qui est très puissant, qui est utilisé dans les trade bots, dans tous les trade bots, presque dans tous les trade bots du monde. Voilà. Maintenant, ce en quoi on a une considération particulière sur ces indicateurs, pourquoi ça fonctionne, parce que la plupart des gens réfléchissent et c'est la logique du marché en fait. C'est pas un processus totalement chaotique comme on a l'impression de croire. C'est pas si chaotique et il y a des règles. Ça fait partie des règles qu'on apprend dans les écoles de commerce. Voilà. Maintenant, on va regarder les bandes de Bollinger. Bollinger, pas Bollinger. Alors ça, c'est pour les indicateurs de comparaison sectoriels. Alors, ça peut être usé pour caractériser une entreprise. Alors, ok, les bandes de Bollinger. En français, hein, c'est dit Bollinger. Hein. En anglais, c'est Bollinger, peut-être. Je sais pas. Alors, donc, c'est un couloir. Donc, un couloir dans lequel on mesure l'enveloppe. Enfin, un couloir ou en enveloppe, c'est pareil, c'est la même chose. Enveloppe dans lequel on mesure les variations possibles. Variations envisageables. Envisageables. Possibles. Voilà. Finalement, c'est 2 fois. Alors, calcul, c'est simple. Je ne vais pas faire les calculs mathématiques comme pour l'ATR. Tu peux trouver les formules mathématiques sur Internet. Sur l'ATR, tu peux le trouver. Sur Bollinger aussi. Alors, donc, on dit que c'est la moyenne mobile plus 2 fois la valeur de l'écart type. 2 fois écart type. Écart type. Donc, la variance, en fait, des cours du titre. Alors, ça se calcule à partir de la période de la moyenne mobile. De ce fait, les cours ont 98%, les cours futurs ont 98% de chances de se trouver dans le couloir de Bollinger. Alors, couloir ou bande, hein, c'est comme tu veux. Bande ou enveloppe. Voilà. Bollinger. Donc, alors, M. Bollinger avait compris dans les années 1960-70, quand il a inventé ce principe-là, que en fait, il y a une bande dans laquelle il y a 98% de chances de retrouver les actions qui évoluent dans la même bande en fait. Alors ça, c'est applicable sur les secteurs intrasectoriels, les entreprises intrasectorielles. Okay, c'est applicable à l'intrasectoriel. Okay. Si tu sors de ton secteur, ça peut ne pas marcher. Enfin, ça doit même pas marcher. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si si Coca-Cola évolue dans le couloir de Bollinger, ok, en fait PepsiCo évolue dans le même couloir. Ouais. Ça, c'est pour éviter les erreurs de calcul. Exactement, ouais. Que ce soit dans la même chose, ouais. Que ce soit la même, les mêmes variantes, Exactement. les mêmes histoires, les mêmes historiques, les mêmes tendances de l'année, des Exactement. besoins des gens, ouais.
Ah oui, parce que tout le monde se comporte à peu près pareil, hein. Tout le monde fait la L'essence, même pareil. chose. Ouais. Donc, alors, Shell, c'est ça, exactement. Shell, Exxon, par exemple, aujourd'hui, on parle du bombardement des pipelines, des infrastructures à pétrole, des extractions. En fait, tout le monde subit le même comment d'un dire, autre couloir. c'est ça, les mêmes bombes, quoi, les mêmes Exact, hein, missiles. c'est ça. Hein. Oui. Alors, alors, je lis dans mon cahier, dans ce contexte, il est particulièrement intéressant de combiner l'utilisation des bandes de Bollinger avec celle des indicateurs comme le RSI ou stochastique pour déterminer les instants précis où la correction peut apparaître. Alors, une correction, c'est presque une inversion de tendance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ah oui, il y a deux choses à vraiment savoir, c'est que les bandes de Bollinger, c'est très puissant, ça permet d'anticiper les grandes variations des cours ou le démarrage d'une tendance. Mais les bandes de Bollinger ne permettent pas de prédire le futur. Ce n'est pas parce que tu as le couloir que tu es forcément être sûr qu'il n'y a pas d'inversion de tendance. En fait, ça c'est faux. Bollinger ne permet pas d'anticiper sur le futur lointain. C'est pas le but. Alors, je vais faire un dessin, tu vas comprendre rapidement ce que je veux dire par là. Donc là, je prends un autre dessin. Alors, Bollinger nous dit que c'est simple, il y a un couloir. Le monde est un couloir. D'accord. C'est ce couloir-là, par exemple. Euh, donc là, je prends un autre couloir. Donc voilà. On va prendre deux couloirs. Ok. Il y a le couloir, il y a l'enveloppe qui est là et l'enveloppe qui est en haut. Donc, tu dis que en rouge, tu dis que c'est le cours de ton action. Le cours de tes actions, voilà, ça permet de savoir qu'il y a 98% de chances que le cours évolue dans ce sens-là. Donc là, je prends les axes en bleu. Voilà. Je prends les axes du temps. Le temps est en bleu ici. Mais en fait, comme tu sais, tout ne peut pas être anticipé ou prédire. C'est pas parce que Bollinger te dit que tu as une chance, tu as 98% de chance de se retrouver dans ce couloir, qu'il n'y a pas d'inversion de tendance, en fait. Si tu regardes uniquement l'enveloppe de Bollinger, là, tu dis que la courbe rouge est forcément haussière. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, imagine, tu fais ça. Tu vois, alors là, tu dis, il y a un problème parce que ton Bollinger dit que ton truc il est forcément haussière. Il ne va pas l'interruption de tendance. Et là, il y a une interruption de tendance, on est d'accord. D'accord. Ici, là, à ce point précis, il y a une interruption de tendance. Par exemple, la guerre en Iran. La guerre en Iran, ça ne peut pas être prédit par Bollinger. Prends toujours Exxon. Exxon, ok. Exxon, les 14 derniers jours, à ça, ce sont des données calculées par mon provider. Il me fournit seulement 14 jours sur la moyenne mobile simple, Simple Moving Average, ou exponentielle. Alors, en fait, SMA et EMA sont dans le même sens. Hein. C'est juste la moyenne mobile. Et tu vois que la moyenne mobile est en train d'augmenter, donc elle est sur une tendance haussière. Exxon une tendance haussière, malgré la guerre en Iran. Ça fait aucun impact sur Exxon, sur les sociétés pétrolières. Okay. MACD, c'est-à-dire la différence de deux moyennes mobiles longues et courtes. Alors ici, je n'ai que les moyennes mobiles sur 14 jours, donc sur 2 semaines. Là, il fait un calcul sur la différence. On voit que les deux moyennes mobiles sont dans le même sens et ils sont en train d'augmenter. Voilà, en fait, tu vois, c'est 3 partout, tu vois. Donc, ils sont dans le même sens. RSI, voilà. Donc là, je viens de parler de RSI, Relative Strength Index. Donc, ça s'appelle la force relative. La force relative est un nombre entre 0 et 100. Donc, 50 est l'équilibre. Il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Et au-delà de 50, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs. Donc là, on voit qu'il y a plus d'acheteurs. 63, 63, 42, et c'est relativement stable. Donc il y a de plus en plus d'acheteurs. Dans mon cahier, c'est marqué, le premier façon de s'intéresser à la valeur du RSI, c'est qu'on regarde si RSI est plus grand que 50.
et si c'est positif. Si c'est positif, donc c'est plus Ah ouais. 50, ça veut dire on va l'acheter. Un intérêt. Il y a un intérêt, voilà. Il y a un intérêt. Hmm. On Hmm. s'intéresse à cette force RSI. Et si jamais on voit que sur le long terme, là, parce que là, on regarde que sur le long terme, le RSI reste supérieur à 50, donc positif, on a un intérêt de suivre le marché. Alors, suivre le marché, c'est pas forcément signe de manque de prévoyance, parce que généralement, les gens disent que oui, faut anticiper, donc aller au-delà, en avance, donc anticiper. Donc, c'est pas parce que tout le monde achète que toi, tu achètes. Hein. En fait, il faut acheter avant que les autres achètent, parce qu'il faut avoir le meilleur prix. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut avoir la tendance globale. Voilà, une tendance globale, c'est-à-dire que comment on va sécuriser notre argent. Okay, pour sécuriser notre argent, il faut suivre le troupeau. Il faut faire comme les autres. En fait, en réalité, c'est une méthode efficace, même si c'est vrai qu'on ne fait pas forcément des choses sensationnelles. Alors, pour être vraiment efficace, ces signaux, les indicateurs doivent être combinés avec l'analyse de l'information. Donc, analyse technique, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi lire les journaux. Il faut lire les journaux, il faut lire les news, il faut lire les bilans comptables pour avoir une vision à 360 degrés sur la réalité, sur la situation, quoi, sur l'entreprise. Généralement, l'analyse chartiste, on le fait. Tous les professionnels sont d'accord et sont unanimes, ils le font. C'est important, hein, mais c'est pas suffisant. Okay, donc là, je vais marquer ça. Donc l'analyse technique, ou chartiste, on appelle ça chartiste. Donc analyse technique, c'est la même chose. Hein, et la complémentarité à d'autres analyses. Par exemple, news, lire les news, les nouvelles. Par exemple, bilan comptable, on a dit. Par exemple, bilan comptable pour les fondamentaux. Hein, fondamentaux. Et également, ce qu'on a dit sur la situation géopolitique, c'est important. Politique, par exemple, les nouvelles lois, les lois et le gouvernement. Hein. Okay, et, etc. Donc, tout ça, ça doit être associé à l'analyse chartiste, à l'analyse technique, pour que ça soit réellement efficace. Parce que dire que une société va prendre, c'est pas suffisant si on regarde que le chart. C'est pas suffisant. Alors, c'est important, évidemment, c'est important. Mais ça, on reste sur la prudence. Et donc, on pense que c'est pas forcément suffisant. Il faut lire aussi les nouvelles qui arrivent, faire des réunions avec d'autres dirigeants ou traders. Alors, pour que ça soit très performant. Alors, maintenant, on va regarder l'objectif de Analyse Chartiste. Analyse Chartiste, c'est pour démarrer une analyse sur la tendance et la reprise ou l'inversion de tendance. Il existe un très grand nombre d'indicateurs qui sont très bien configurés dans des logiciels professionnels, par exemple dans TradingView. Alors, je ne fais pas de pub pour TradingView, hein, je ne fais pas partie de cette société. Mais il faut savoir l'utiliser. Voilà, il faut savoir l'utiliser. Voilà. Donc, par exemple dans les logiciels professionnels, je ne citerai pas les noms. Je ne fais pas partie, je ne suis pas affilié ni sponsorisé par ces logiciels. Les indicateurs donc, au nombre de 100, c'est énorme, de 100 voire plus, nous permettent de confirmer notre logique du trader. Voilà. C'est une confirmation. C'est à partir de ces indicateurs qu'on arrive à obtenir la confirmation. C'est comme le test de grossesse. Hein. Le test de grossesse, c'est juste un test, mais c'est pour avoir la confirmation. Et c'est pas parce que tu as le test de grossesse que tu es en grossesse. Voilà. Ce n'est pas parce que on a le bon indicateur que le
phénomène a ses sources. Bon, d'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Ok? Ce n'est pas parce qu'on a Hmm. un bon indicateur que le phénomène a ses sources dans le calcul. En fait, c'est l'inverse. Regardez, c'est l'inverse. Alors, donc maintenant, ici, on parle de la composition de ces indicateurs. Donc, on avait dit que les indicateurs qu'on utilise souvent, c'est OPV, AD, moyenne mobile, donc MM, MACD, RSA. Voilà, voilà. Donc, grosso modo, tous ces indicateurs-là, ils convergent vers le même sentiment. Alors, ça aussi, c'est important à savoir. Donc, les indicateurs sont généralement dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils ne se contredisent pas. Ne se contredisent pas. Ce qui fait souvent croire qu'on a raison, mais en réalité, prudence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imagine, tu es dans un cockpit, un avion, et que tous les instruments du cockpit de l'avion t'indiquent que tu ne craches pas, que tu voles stabilisé, okay, que ton vol est stabilisé, que ton moteur est bien. Et c'est pas parce qu'il y a tous les indicateurs qui disent que tu es safe que tu ne subiras pas d'accident. Okay, Hmm. c'est évidemment c'est important hein, de regarder les indicateurs comme un pilote d'avion qui regarde les instruments. Hein. Mais ce n'est pas ça qui va te tout protéger parce que il y a toujours des phénomènes. Alors, là, attention, alors je vais marquer attention aux phénomènes imprévisibles. Alors, pas parce que tu as les meilleurs indicateurs que tu es safe en fait. Alors, par exemple, on avait dit quelle est la probabilité d'un Big Bang, tu vois. C'est exactement la même chose. Alors, le mot technique qu'on utilise, je ne sais pas si tu connais le mot ex post et ex ante. Voilà. Donc, ex post, c'est une expression en économie qui dit qu'une réaction d'un organisme face à une situation ou comportement constaté. Ex post. Alors, je vais marquer ça, c'est important. Alors, ex post désigne une réaction d'un organisme face à une situation, un comportement constaté. Et ex ante, ex ante, ex ante, c'est préalable, donc avant la phase de mise en œuvre. Ok, donc je vais marquer ça, ex ante. Donc voilà, ex post et ex ante sont deux mots qu'on utilise souvent par les pros. La différence Hmm. entre l'évaluation quantitative entre ex ante, donc élaboration d'une structure théorique dont les paramètres sont estimés et calibrés, puis calcul de l'effet de politique publique sur les variables endogènes, ou ex post, utilisation des données statistiques, administratives et scientifiques méthodologiques. Voilà. Hmm. Ici, on a ex Un ante. mix des deux, en fait. Voilà, c'est ça. Ex ante, une analyse ex ante, ex post. Donc, ex post, c'est utilisation de données statistiques. Ex ante, c'est élaboration d'une structure théorique. Donc, on a Hmm. d'abord la Hmm. théorie. Okay, donc, ex ante, c'est la théorie. Je vais noter ça. Ex ante, c'est la théorie. Et ex post, c'est statistique. Statistique. Donc, c'est des données statistiques. Donc, tu as une théorie sur une entreprise, sur un secteur. Tu as des données statistiques sur le passé, sur tout ce qui est sur la probabilité de l'occurrence. Tu mélanges les deux, tu prends ex ante plus ex post, tu as à peu près la compréhension de la situation courante. D'accord? C'est la définition d'une situation courante. Okay, Il faut les deux, en fait. voilà, il faut toujours les deux. Il faut toujours les deux. Donc, les deux permettent de se situer dans une situation. Voilà. Exactement.
C'est pareil, analyse chartiste, c'est bien. Ok, c'est très bien. C'est ex ante. Et les autres analyses, l'analyse autre, donc par exemple fondamentale, par exemple fondamentale, Une donnée, une ex donnée. post. Voilà. C'est ex post. Ok, donc ante et post. Ok, donc c'est la méthodologie yin et yang, hein. C'est complémentarité. En fait, c'est inutile de faire que de l'analyse chartiste. C'est inutile de faire uniquement de l'analyse de courbe si tu ne sais pas dans quel monde, dans quelle société tu es en train de regarder, quoi. Donc les gens qui font de l'intraday, qui font uniquement de l'analyse chartiste, Filet. en fait, ils sont pas vraiment compris dans quelle vague ils sont, quoi, en fait. En réalité, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Non, il est Merci 2h10. beaucoup. Ouais, Je vais me coucher. 1h10. Wow. 1h10. Je suis Ouais. là. Ok. Allez, ciao, Bonne ciao. soirée. Enfin, Bonne bon soirée. après-midi, en fait. Ouais. Bon après-midi. Bonne nuit. Salut. Bonne nuit, salut. Allez, Bye. salut. Take a whiz with the day to drive. Stock market making moolah come alive. Box on the block staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Cuts and candles flashing clean. Green lines climbing, know the dream. Technical moves precisely keen. Watch it glow on that money screen. The market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a whiz with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bots on the block staying in the sky. Cash flow high, we never say bye.